Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Xavier Dolot pour nous présenter une bande dessinée qui s'appelle Histoire de la science-fiction en bande dessinée, en coédition Les Humanoïdes Associés et les éditions critiques. Bonjour Xavier. Eh bien bonjour. Alors, petite précision, je vous ai déjà reçu pour un précédent roman. Pour faire le lien pour les éditeurs qui ne vous connaissent pas, vous étiez sous le nom de Thomas Géa. Oui. Et là, vous avez choisi d'être sous le nom de Xavier Dolot. Alors, j'ai pas vraiment choisi, ça s'est imposé directement avec l'éditeur qui embauchait plus le libraire, j'allais dire connaisseur de science-fiction et le fan connaisseur de science-fiction que l'auteur finalement de science-fiction qui est Thomas Géa, quoi. Voilà. Voilà, Thomas Géa, c'est l'auteur, Xavier Dolot, c'est le spécialiste et l'éditeur. Voilà, c'est plus effectivement ce genre de casquette qu'on peut admettre avec cette dissociation. Voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est une histoire de la bande dessinée, une histoire de la science-fiction en bande dessinée. D'avoir fait ce choix de la bande dessinée, est-ce que c'est pour vous une manière de vraiment mettre à la portée d'un public éventuellement profane ce genre littéraire qui des fois un petit peu qui n'est peut-être pas mis en valeur à tort d'ailleurs. Oui, mais je pense que c'est une des idées de base en fait des humanoïdes associés qui sont à l'origine du projet et pas moi d'ailleurs, c'est pas moi qui suis à l'origine du projet, c'est eux qui cherchaient vraiment quelqu'un pour scénariser cette histoire de la science-fiction. Je suis pas le premier à avoir fait le test d'ailleurs pour pouvoir la scénariser, donc c'est moi qui ai été choisi, mais je suis pas le premier à avoir fait le test. Donc ils avaient vraiment cette volonté aux humanoïdes associés de proposer d'entrée et d'emblée une histoire de la science-fiction en bande dessinée. Donc, pour montrer aussi, effectivement, comme vous le dites très bien, le côté ludique de cette littérature, mais aussi du support qu'est la bande dessinée. Et donc, l'alliance des deux était un pari peut-être assez osé, mais, et puis qui n'avait jamais été fait d'ailleurs, et jamais tenté de ce point de vue-là, mais qui, à mon sens, était extrêmement pertinent, et c'est aussi en grande partie pour ça que ce projet-là m'a beaucoup emballé. Puis c'est un peu un rêve de gosse finalement qui se concrétise. J'ai toujours été fan de science-fiction depuis mes 12 ans, 11 ou 12 ans, donc je me suis toujours imaginé écrire ce genre d'histoire de la science-fiction comme faisaient les grands spécialistes comme Jacques Sadoul ou d'autres, enfin voilà, qui étaient qui étaient vraiment les grands spécialistes et peut-être même mes idoles finalement, puisque c'est eux qui me faisaient découvrir cette culture-là, et à mon tour en fait j'ai cette chance de pouvoir la faire découvrir, mais peut-être à un public encore plus large, justement par le biais de la bande dessinée. Oui. Bon, alors vous avez répondu à ma question suivante. Est-ce que ça répond à un rêve d'enfant ? Oui. Ah oui, clairement. C'est vrai que moi j'ai découvert mes premiers livres de science-fiction dans un CDI de collège, dans mon collège à Plouaret, dans les Côtes d'Armor, vous voyez, donc collège Saint-Louis, qui n'existe plus. Et j'avais découvert là Asimov, je me souviens, c'était La Voix martienne, un recueil de nouvelles, mais c'est pas ça qui m'a vraiment réveillé au niveau de la science-fiction. C'était plutôt les livres que je trouvais dans la bibliothèque de mon village, et pas les meilleurs livres de science-fiction en plus, c'était des ouvrages de Jimmy Gueux, qui est un auteur français qui écrit toujours un peu la même histoire. C'est toujours un peu misogyne quand même, c'est toujours un peu léger, on va dire, et légèrement vêtu pour les femmes, voilà, c'est pas de la grande littérature, on va dire, mais c'est vrai qu'en termes d'imagination, c'était là, quoi, tout était là, les grands espaces, le rêve que ça procure, et les idées que ça génère en soi aussi, et je suis tombé amoureux de ça. Que ça nourrit, quoi. Ouais, complètement, et du coup je suis vraiment tombé amoureux de cette littérature qui permet en fait de nourrir cet imaginaire, comme vous dites. Ouais. Alors c'est effectivement un vrai défi, parce que vous êtes parti du 2e siècle avant Jésus-Christ,
Alors, oui. c'est étonnant. Alors, Qui aurait pensé que dans l'Antiquité, on écrivait déjà de la science-fiction? Est-ce que c'est la définition même du terme science-fiction qui a évolué au fil des ans? Ou bien est-ce que véritablement, à cette époque, on peut dire que les auteurs... que Lucien de Samosate, entre autres, écrivait de la science-fiction. Ouais. En fait, je suis même parti un peu plus loin que Lucien de Samosate, puisque pour l'anecdote, je cite aussi l'épopée de Gilgamesh, voilà, qui date de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc, et qui était déjà une sorte de, j'allais dire, de grand roman de science-fiction avec des aliens et des vengeances et des... Enfin, il y avait tout dans l'épopée de Gilgamesh, je vous laisse la découvrir si vous la connaissez pas, mais effectivement, il y avait déjà tout, la matière, elle est déjà préexistante depuis très très longtemps. On la découvre effectivement au IIe siècle avec Lucien de Samosate, qui est un satiriste aussi, et qui écrit justement son histoire véritable, qui se déroule sur la Lune. Déjà, c'est un bateau qui est poussé par les vents jusqu'à la Lune et qui se retrouve évidemment sur la Lune avec déjà des civilisations inconnues, on va dire. Donc oui, cet imaginaire foisonnant qui va arriver plus tard à la science-fiction, qui va se construire au fur et à mesure des siècles, finalement aussi par l'évolution intellectuelle, l'évolution sociale, sociétale, et bien c'est tout ça qui va mener aussi à la science-fiction. Donc ça se fait par étapes. On pense à Cyrano de Bergerac, par exemple. On pense à comment s'appelle-t-il, Restif de la Bretonne, avec son œuvre La découverte australe, par exemple, qui est une satire là aussi d'une romansonnade, en fait, c'est un auteur à redécouvrir aussi, Restif de la Bretonne, mais voilà. Et effectivement, cette évolution se fait petit à petit jusqu'à l'éclosion, on va dire, qui pour moi est le roman de Mary Shelley, donc Frankenstein. Donc, il est considéré, ce roman, justement, puisque vous en parlez, comme la première grande œuvre science-fictive, quelque part, Frankenstein. Et alors, c'est très étonnant, parce elle est écrite par une femme, dans un milieu, quand même, qui est très, très masculin, et pendant des dizaines d'années, quoi. Et la seule femme qui écrit... Elle l'écrit sous un pseudo de Francis, sous le prénom de Francis, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc c'est très étonnant quand même. Oui, il y a pas mal de choses comme ça. Mary Shelley, en fait, Mary Shelley, c'est la femme de Percy Shelley, mais évidemment, elle a eu une vie avant Percy Shelley, et elle en a une après, surtout, parce que Percy Shelley est mort très jeune, et qu'ensuite, elle a dû se débrouiller toute seule dans une société comme, vous le dites, celle du 18e, en plus, qui n'est pas la plus facile, et surtout pas pour les femmes. Ouais, exactement. Et elle a élevé ses enfants toute seule. Elle a vraiment été hyper autonome, et c'est une des premières femmes à avoir vraiment gagné sa vie en tant qu'écrivain. Et ça, c'est hyper important, parce que ça en fait une figure vraiment centrale de la littérature mondiale, et d'autant plus avec l'écriture de Frankenstein qui s'est faite un petit peu par hasard dans une villa qui s'appelle la Villa Diodati, justement avec Shelley, avec Byron et d'autres. Et une année où il faisait tellement mauvais, c'était un été en plus, et il y avait un volcan qui avait explosé quelque part dans le monde et qui avait rendu le climat mais totalement inepte à passer un été correct. Voilà. Ce qui fait qu'ils étaient réfugiés dans cette villa et s'ennuyaient. Voilà. Exactement, ils s'ennuyaient. Et ils se sont lancés un défi d'écrire chacun en fait une histoire de fantôme. Voilà, une ghost story. Et Lord Byron a écrit un poème, Polidori a écrit son roman précurseur, un petit roman précurseur qui s'appelle Le Vampire, voilà, qui a été une base pour le Dracula d'ailleurs de Bram Stoker.
Et Mary Shelley a commencé l'écriture de Frankenstein. Voilà. C'est peut-être grâce à l'ennui d'un groupe de personnes que finalement la science-fiction est née. On a fait un grand bond en avant. On a fait un très très grand bond en avant, en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Et pourquoi en fait on considère Frankenstein comme le premier roman de science-fiction ou un des premiers romans de science-fiction? Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un roman fantastique. Déjà, ce n'est pas un roman qui fait appel à l'irrationnel. C'est un roman qui fait appel à la science et à la science de l'électricité, hein, notamment, et des expériences autour de l'électricité, et notamment les expériences du docteur Frankenstein qui va reconstituer un corps à partir de plusieurs pour en faire une créature. Voilà. Et c'est vraiment le pouvoir de l'électricité qui va rendre la vie à cette créature. Donc c'est par la science et non pas par le biais d'une scène irrationnelle finalement, quoi. Voilà. Et ça c'est le fondement de la science-fiction, c'est de se baser sur des faits qui sont crédibles et qui font la plupart du temps en tout cas appel à la science dure ou aux sciences molles comme on dit, hein, évidemment, parce que plus tard le panel va aussi s'élargir. C'est vrai que la science est... Alors, d'où peut-être son nom de science-fiction, est quand même est à la base souvent de ces romans, de ce genre littéraire. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que ces auteurs sont parfois des scientifiques, des inventeurs, propices justement à l'imaginaire aussi, parce que quand on est inventeur, je pense à Hugo Gernsback. Voilà, Gernsback, voilà. Ça doit quand même nourrir l'imaginaire. Oui, et beaucoup d'écrivains évidemment de science-fiction et beaucoup de grands maîtres finalement de la science-fiction ont été au départ au minimum très intéressés par la science et très aptes à la science. Que l'on prenne même Jules Verne, qui peut-être n'était pas le plus doué pour les sciences, mais qui s'intéressait beaucoup à la technique. Finalement, c'était un technicien, il aimait savoir comment fonctionnaient les choses. Donc c'est ce qui l'a beaucoup intéressé aussi dans ses livres, et puis dans le fait qu'il a beaucoup que son œuvre a beaucoup tourné autour d'inventions. On pense évidemment au Nautilus, hein, évidemment quand on pense à une grande invention, le sous-marin existait déjà, l'idée du sous-marin existait déjà, mais finalement Verne a poussé l'idée beaucoup plus loin justement que d'autres. C'est un petit peu ça que fait la science-fiction. Wells, Herbert George Wells, hein, grand auteur anglais, père de la science-fiction anglaise, on peut le dire même, lui s'intéressait énormément aux théories de Darwin, voilà, de l'évolution des espèces, hein, évidemment, et quand on prend n'importe quel de ces bouquins entre 1895 et 1900, on se rend compte que tous ces textes tournent autour de ces idées de Darwin, que ce soit la guerre des mondes, autour d'une petite bactérie qui va être à l'origine de la survie des humains finalement, qui sont envahis par les Martiens. C'est aussi une grosse critique du colonialisme, hein, d'ailleurs derrière, mais aussi l'île du Docteur Moreau, où ce fameux Docteur Moreau crée des chimères, et des chimères en fait qui sont faites par la science, et alors c'est une science noire un peu évidemment, parce que Wells, contrairement à Verne peut-être, a ce côté très noir et très critique et très acerbe sur la société, mais oui, la science est toujours au cœur de la fiction, de ces grands écrivains qui ont fait bouillir la marmite initiale du genre, on va dire, quoi. Mais c'est quand même toujours un peu le reflet d'une époque, peut-être des inventions du moment. Il y a un auteur qui disait que la science-fiction, c'est la science de tous les possibles, avec ce qui est bon et le moins bon. Donc certains vont explorer, comme vous le disiez, le côté un peu sombre ou des penchants un peu sombres de certains hommes, et d'autres vont avoir une vision un peu plus idéaliste ou utopiste en fonction de leur histoire, quoi. Mais quelque part, la science-fiction, c'est un peu le miroir de la société du moment. Oui, bien sûr. Thomas More, par exemple, qui a écrit l'utopie, c'est vraiment le texte fondateur de l'utopie mondiale. Bah oui, évidemment, s'intéressait à une société meilleure,
qui tourne mieux, qui soit hors des cadres habituels, de la noblesse, de ce genre de choses. Donc forcément, eh bien... qu'il traite d'ailleurs de frelons oisifs. Ouais, c'est ça, exactement, de frelons oisifs, les nobles. Qui exploitent la société. Tout à fait. Et c'est un texte qui est très très moderne, hein, l'utopie de Thomas More. On le lit, on dit « what ?» Mais on dirait que ça se passe maintenant, quoi. Alors que c'est du 16e. Exactement. Et en plus, c'est du 16e. Voilà. C'est un texte qui est fondamental à la littérature mondiale, de toute façon, hein, c'est évident. Et c'est bien aussi pour ça qu'après Thomas More, bien sûr, il y a eu tout un courant d'utopistes qui s'est créé jusqu'à peut-être une cristallisation, j'allais dire, au 19e siècle, ou au 18e et 19e, hein, où les utopies ont été extrêmement nombreuses. Voilà. Donc oui, c'est souvent une littérature qui marche avec son temps, qui fonctionne avec les idées de son temps et qui analyse les idées de son temps pour prospecter ce qui pourrait être. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de Verne ou de Wells, ils n'ont finalement pas fait autre chose que d'explorer un petit peu ces possibilités-là de la science telle qu'on la leur proposait finalement, quoi. Voilà, à l'époque. Bon, bien écoutez... on va en rester là pour une première présentation. Donc, je rappelle le titre de votre bande dessinée, Histoire de la science-fiction en bande dessinée. Donc, en coédition, donc édition Les Humanoïdes Associés et édition Critique. Et également avec un dessinateur dont on aura l'occasion de reparler parce que il mérite bien sa place. Ah oui. Je vous dis à demain. À demain. Xavier Delot, Djibril Morissette Fan. Histoire de la science-fiction en bande dessinée. 19e siècle, Jules Verne, trop souvent catalogué comme simple écrivain pour la jeunesse, va poser une pierre essentielle à l'édifice de la science-fiction grâce à de nombreux romans d'exploration scientifique. La science-fiction française doit beaucoup à cet enfant qui vient de naître. Certains critiques, comme Jacques Van Herp, diront même plus tard qu'elle aurait pu ne pas exister à cause de lui. Mais avant d'expliquer pourquoi, revenons à cette maison où un enfant pousse ses premiers cris. Ce nourrisson, né à Nantes ce 28 février 1828, c'est Jules Verne, un des pères fondateurs de la science-fiction française. Jules, né de Sophie Allotte de La Fuye et de Pierre Verne, est l'aîné d'une famille bourgeoise de 5 enfants. Toute son enfance se déroule à Nantes et dans sa région. Jules passe par un collège catholique, à Saint-Stanislas, où il côtoie d'autres enfants venus d'horizons très différents, comme de Guadeloupe, ce qui lui permet de développer déjà d'intenses envies de voyage, car, c'est un fait, le jeune Verne montrera bientôt tout son goût pour l'exploration. Et, à ce propos, la légende veut que Jules Verne ait voulu s'embarquer seul, comme Mousse, sur un bateau en partance pour les Indes à 11 ans. Son père l'aurait alors rattrapé à Paimboeuf. Mais ce n'est qu'une légende. Jules passe son baccalauréat de rhétorique et philosophie à Rennes en 1846. Après avoir poursuivi sa scolarité à Port-Royal, il obtient alors une mention assez bien. En 1848, Jules s'installe à Paris pour achever une licence de droit et durant cette période de liberté, il s'attaque à ses premières œuvres. Du théâtre classique et de la poésie. Sa première œuvre, Les Pailles rompues, qui doit beaucoup aussi à l'intervention d'Alexandre Dumas fils, avec qui Verne s'est lié d'amitié à 21 ans. Mais alors, pourquoi Jules Verne n'est-il pas plutôt devenu un Victor Hugo ou un Alfred de Musset ? Comment est-il devenu le père fondateur français de la science-fiction, genre qui ne portait pas encore de nom ? Nous sommes déjà à l'aube de la seconde révolution industrielle, qui débutera vers 1870 et s'achèvera en 1945. Jules Verne ne le sait pas encore, mais il en sera l'acteur,
le poète, une rampe de lancement vers notre monde moderne. En vérité, rien ne prédestinait réellement Verne à devenir le romancier de la science. Et d'ailleurs, il l'avouait lui-même. Je ne peux pas dire que je sois particulièrement emballé par la science. En vérité, je ne l'ai jamais été. C'est-à-dire que je n'ai jamais suivi d'études scientifiques. En revanche, Verne adorait les machines et son amour pour la technique ne s'est jamais démenti. Il affirmait même qu'il avait toujours autant de plaisir à regarder une belle locomotive en marche qu'à contempler un tableau de Raphaël. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.